Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Répartations. Nous sommes toujours en compagnie de l'inénarrable Nathanaël Larigaldi. Comment ça va, Nathanaël? Ça va bien, merci Adrien, et toi? Ça va super, merci. Et on est donc parti pour ce deuxième épisode de revue de presse de avril-mai 2025. Alors sachez que si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, les épisodes n'ont pas spécialement de lien, donc vous pouvez tout à fait écouter cet épisode-ci avant l'épisode d'avant. Et si vous écoutez ça plus tard, genre dans un an, bon, il y a quand même deux, trois trucs qui, je pense, seront toujours d'actualité. Parce qu'en fait, il se passe pas tant de nouveautés que ça en métasciences et souvent en sciences, les choses restent quand elles sont intéressantes. Mais ça serait intéressant de voir à quel point les choses vont évoluer, sur certains de ces articles-là. Écoute, on rentre direct dans le vif du sujet, ça te va? Ouais, avec plaisir. Un article d'opinion, les journaux scientifiques ne devraient pas faire payer les articles répondant à d'autres articles. Mm. C'est un auteur qui s'appelle Andrew Barnas qui a lu un article avec lequel il était pas spécialement d'accord, mais c'était un article dans lequel, en fait, c'était pas vraiment son domaine et il a trouvé des erreurs dans l'article. Il a pris le temps pour écrire une réponse et le soumettre à l'éditeur. L'éditeur lui a dit: «Très intéressant, par contre, si tu veux le publier en open access, c'est 4 000 $ ». Ouais, Et donc il a payé parce que c'est important pour lui de payer, et faire de l'open access. Sauf que les auteurs de l'étude qu'il a critiquée ont aussi fait une réponse et un autre commentaire et qu'ils ont aussi payé 4 000 $ et donc Andrew s'est dit: «C'est quand même fou que les mecs ils fassent des erreurs, moi je prenne du temps». Du coup, c'est quand même son université qui paye pour qu'il fasse quelque chose qui est pas en lien direct avec son travail, donc c'est aussi une perte d'argent de son université ouais. et qu'en plus, il demande à son université de payer pour lui des frais pour pouvoir publier sa réponse que l'autre enfin bon, ouais. Est-ce que tu est-ce que tu veux réagir à ça? Bah, oui, je suis d'accord avec lui. Il y a un petit souci. Je sais pas. Je peux comprendre qu'il y ait des petits frais potentiellement pour une publication. Quand c'est des frais qui sont aussi monstrueux, c'est complètement dingue, quoi. Surtout quand on parle effectivement d'un commentaire. Si jamais véritablement il adresse des erreurs ou des potentielles erreurs dans l'article, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on parle même si d'une façon détournée en disant c'est un commentaire, blablabla, etc. Finalement, c'est une peer review, en fait. Même si elle est post-publication, c'est une peer review. Et donc, c'est assez marrant que la peer review dans le processus standard, en fait, soit faite par des gens qui ne sont pas rémunérés et qui ne doivent pas payer non plus. Par contre, si une fois que l'article est publié, si il y a une autre review qui vient, celle-là, bah, il faut qu'elle paye par-dessus. C'est bizarre comme modèle, en fait. Bon, Il y a d'un point de vue business model, je comprends tout à fait, hein, de la part Ouais. des journaux, parce qu'évidemment, eux, ils se font plein de thunes pour pas grand-chose. Mais sinon, c'est quand même étrange. Mais qu'est-ce qui coûte de l'argent là-dedans? En fait, la plupart du temps, quand ce qui coûte le plus cher dans une publication, c'est, les proofreaders. Donc c'est des personnes qui, en plus, coûtent pas très cher parce que souvent c'est des petits indiens ou des personnes de Madagascar ou du Vietnam et cetera Ou qui, ChatGPT. et qui eux-mêmes, oui, sont aidés par ChatGPT, pour aller encore plus vite et traiter encore plus de trucs, mais qui ont quand même ce boulot qui est très important, de repérer des erreurs, des erreurs, des typos, des typologies, des choses comme ça, mais aussi de s'assurer que les images rentrent bien dans le bon format, que ça rentre bien au bon endroit, que, on envoie un Word ou on envoie un PDF et eux, ils le transforment en un truc où ils mettent bien la charte graphique. Enfin, c'est du boulot. En vrai, c'est du boulot Oui. et c'est surtout un boulot quand tu as une partie méthode-résultat où tu as des tableaux, que tu as des graphiques et tout. Dans un commentaire, tu as pas tout ça. Ouais, bon, il peut y avoir quelques graphiques et tout ça, mais c'est Souvent, tu en court, as quoi. un, Ouais. et en plus de ça, bah, tu as juste tu le même enfin, tu juste je veux pas dénigrer le travail, c'est un travail, terrible, mais c'est forcément, ça vaut pas autant d'argent qu'un Non, article complet, quoi. non. Il y a aussi, en autre frais, je mettrais le hosting sur Internet, mais c'est pas grand-chose et puis ça compte que pour une toute petite part. Mais disons que si jamais tu anticipes que ton article il va être en ligne pendant un siècle, je vais te dire même si c'est un article qui fait, je sais pas, ouais, genre le PDF fait 1 méga, tu te dis il faut hoster 1 méga sur 100 ans. Imaginons, tu vois, quelque chose comme ça. Après,
pas 4000 balles, tu vois, parce que chaque article contribue pour une toute petite part de ça. Je veux dire, tu payes pas par mégaoctet exactement, quoi. Pas exactement comme ça que ça marche. Si tous tes articles sont payés 4000 balles, t'as largement, largement couvert les frais pour un sacré paquet de temps. Mais oui, c'est interrogeant. Il y a aussi un article d'ailleurs que j'ai vu où, enfin, ça c'est loin d'être nouveau, mais il y a quand même pas mal de gens qui pensent que les frais de publication, en fait, en général, devraient être largement réduits, voire dans certains cas potentiellement complètement éliminés. Mais c'est un sujet qui est vachement compliqué, en fait, parce que aussi il y a plein d'accords avec plein d'universités, etc., Ouais. etc. Donc, Non, non, ouais, c'est un sujet assez complexe. Mais en tout cas, voilà, la question de est-ce que ça vaut vraiment de payer autant qu'un article complet quand on fait un commentaire, ou est-ce que justement, bah, ça fait que les gens vont éviter de faire des commentaires et que donc on discute encore moins de la science, tu vois? ouais, il y a ce côté-là. Après, je pense que c'est aussi l'une des missions, l'une des charges, entre guillemets, même si c'est indirectement, de PubPeer. Parce que du coup, maintenant, c'est possible de publier. Alors évidemment, ça, en général, ça va pas prendre la forme d'un commentaire complet sur PubPeer, parce que c'est pas tellement, le site est pas tellement fait pour ça. Ceci étant, c'est assez facile de publier un préprint et puis ensuite de linker de parler des grosses conclusions sur le PubPeer et puis de dire voir Ouais. voir le préprint qui est hosté à cet endroit avec plus de détails sur nos arguments. Et ça, du coup, bah, ça bypass complètement Ouais. la revue, quoi. Oui, PubPeer donc qui est une sorte de forum, où en fait il y a le lien, il y a le DOI en fait vers l'article. Donc, le DOI c'est une sorte d'URL quoi, de lien vers l'article et n'importe qui peut, publier un message, soit avec son vrai nom, soit anonymement. Mais il y a un certain nombre de débats, on va pas rentrer dans le débat là, mais il y a un certain nombre de débats sur, l'imaginaire collectif autour de PubPeer où en fait, quand tu as un commentaire PubPeer, même si c'est des fois un commentaire constructif, le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait parlé de ton article sur PubPeer, c'est dangereux dans le sens où, on se dit: «Oh là là, il y a un truc qui va pas dans ton article» et il y a un stéréotype, associé à PubPeer dont il faudra un jour qu'on discute, je pense vraiment profondément. Ouais, effectivement, c'est un truc très intéressant. Peut-être même qu'on pourrait inviter l'un des créateurs de PubPeer, hein, parce que Cocorico, en plus, il y a du français là-dedans. Ah trop bien, je savais même pas. Trop Ah bien. ouais? Ah ouais, si, Non, si. Et OK, on je me souviens enregistre. plus des noms, mais il y a un Français, je crois, parmi l'équipe qui fait partie des créateurs. Si je me souviens bien, il faut vérifier, mais un truc comme ça. Trop Mais bien. ceci dit, je dirais que le problème vient pas forcément que de PubPeer. Je pense que on dit beaucoup au grand public que l'erreur fait partie naturelle, intégrante de la science, etc. Mais on en a déjà parlé, hein, je pense. Mais en définitive, dès que une erreur peut être détectée ou un peu visible dans un article, etc., c'est toujours vécu comme une catastrophe monumentale. Il y Ouais. a un décalage complet entre ce que les scientifiques disent au public sur la place de l'erreur en science et la véritable place de l'erreur dans le système scientifique, quoi. Alors que c'est pas grave de faire des erreurs. On est tous, on devrait tous avoir on a tous le droit à l'erreur, quoi. Mais c'est pas Si on vécu avait comme si ça on avait du tout. découpé les articles des auteurs, ça aurait été le cas, mais étant donné que l'auteur est responsable, de son article et que c'est, en lien direct avec sa carrière, c'est pas possible que ça n'impacte pas, quoi. Bah, si jamais Voilà. c'était, comme on le dit, partie intégrante du système et que du coup les erreurs sont détectées par paquet de 12, en fait, ça serait pas grave. Le problème, c'est Mmh. qu'on a eu un système qui a pendant tellement longtemps, en fait, traité les erreurs comme un truc qui est forcément extrêmement rare, dont il faut pas trop parler, etc., que maintenant c'est devenu, je pense, hein, c'est mon interprétation, dans l'imaginaire des scientifiques, du coup, malgré le fait qu'on dise que l'erreur est normale, on traite ça comme un truc qui n'arrive absolument jamais. Alors qu'en fait, on prend un échantillon au pifomètre d'articles scientifiques, puis il y a des erreurs partout, en fait, hein. Ouais. Qui d'ailleurs est très interrogeant, parce que souvent, aussi, je pense qu'un jour on en parlera, mais souvent, c'est même des erreurs, mais qui sont. Genre, un scientifique n'est pas capable d'écrire une moyenne, de rapporter une moyenne correcte sur un article scientifique. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont quand même un peu graves, quand même, malgré tout là-dedans, quoi. Et alors en parlant de détection d'erreurs, petite transition vers le prochain sujet, la revue par les pairs. Ouais. Article intitulé «Réimaginer la revue par les pairs dans une approche plus efficace et plus récompensante.
La méthode Prism qui consiste à lire l'article sans distraction avec un outil qui enregistre la voix. Et donc, on peut parler pour dire ce que l'on pense de l'article en même temps que l'on lit l'article. Ouais. Et qui, de ce fait, est lié à un chat GPT, enfin un LLM, c'est probablement pas chat GPT, mais un truc custom. Et qui va le transformer en prise de notes, qui va générer automatiquement un rapport selon le format qui intéresse l'éditeur. Et le reviewer peut alors retravailler cette prise de notes comme il le souhaite, ce qui lui fait gagner à la fois, enfin qui lui fait moins de distractions, qui lui fait gagner du temps et qui lui permet quand même de garder la main sur le rapport final qu'il souhaite envoyer à l'éditeur. Qu'est-ce qu'on en pense? Pourquoi pas? Je pense pas que ça marcherait avec moi, personnellement, parce que ma façon de travailler est dans ma tête, ça a tendance à être un petit peu le bordel. On a déjà plusieurs fois parlé de ça en privé. Je pars vraiment dans tous les sens quand je commence à regarder un truc, et ensuite j'ai les lignes convergentes qui se dessinent et qui finissent par arriver à mes conclusions, etc. Et avec une prise de notes par-dessus, je sais pas à quoi ça ressemblerait, mais ça serait un énorme bordel, je pense encore pire Est-ce que je suis content que. de être dans ta tête? Ouais, ouais. Moi, j'ai pas le choix, mais si je pouvais faire autrement, je le ferais. Moi, ça m'aiderait beaucoup. Alors déjà, il faut savoir que c'est ce que je fais déjà, en fait. J'ai un outil, alors comment ça il s'appelle cet outil? Ça peut être, Whisper Typing, Mhm. qui en fait utilise Whisper, qui est donc un LLM, vocal. Ouais. Et en fait, bah, c'est juste je clique sur, contrôle shift. En fait, je me mets dans Word, je vais sur contrôle shift et je parle et ça écrit exactement ce que je c'est bluffant pour le coup, ça écrit vraiment exactement ce que je parle. Et en fait, avant, ce que je faisais, c'est que j'avais le PDF de l'article que j'étais censé lire et j'annotais du Ouais. début à la fin, petit à petit. Et ensuite, je relisais l'article en entier et j'écrivais la conclusion après avoir relu l'article en entier. Ce qui faisait vraiment, du coup, je devais lire 2 fois l'article, une fois pour vraiment découvrir point par point chaque truc et une fois pour dire: «Non, mais en fait, le commentaire que j'ai là, il est pas pertinent parce qu'en fait, les auteurs, ils en parlent à un autre endroit que, ça, en fait, ils le traitent en supplémentaire, ça, machin». Et du coup, en fait, je perdais vachement de temps là-dedans alors qu'en fait, maintenant, bah, je perds beaucoup moins de temps vu qu'en fait, tout est déjà écrit, sur un Word, grâce à Whisper et de manière générale, j'utilise Whisper tout le temps, en fait, maintenant, je fais que parler, je n'écris plus, je ne fais que parler et Ok. du coup, ça me paraît, pour moi, la s le c'est ça paraît être la même méthode de travail que je fais maintenant, juste à la fin, ça fait pas un bloc-notes, un Word style bloc-notes, mais ça, remet de la prise de notes, de la manière dont l'éditeur le voudrait avec des parties comme il le souhaiterait, quoi. Donc Ok. oui, pour moi, je trouve que c'est vraiment presque ce que je fais déjà, quoi. Ok. Ouais, très intéressant. Moi, je pense, comme je disais, je pense que ça marcherait pas avec moi. Par contre, je pense à un truc, ça me fait penser à un truc qui, à mon avis, marcherait avec moi. Ça serait plutôt d'avoir un outil conversationnel, du coup pas juste de la prise de notes, mais qui prend de la prise de notes et qui, entre guillemets, enfin, envoie ce que j'ai dit à ChatGPT ou quoi que ce soit, et du coup d'avoir un outil adversarial, je dirais, je sais pas, un genre de red team, quoi, c'est-à-dire avoir un outil qui serait tuné pour dire, quel que soit l'argument que tu sors, genre démonte-le, quoi. Et parce que c'est un peu comme ça que je marche finalement. Voilà, c'est d'abord, j'ai des arguments qui partent dans tous les sens, puis ensuite, un par un, je prends tous mes contre-arguments. J'ai tendance un peu à être sceptique, et dès que je lis un truc, je dis non, mais ça, c'est probablement de la merde. Et ensuite, après, quand je re-regarde mes arguments, j'essaie de les démonter, et ça arrive souvent que me disent bah non, l'argument c'était n'importe quoi, c'est super Mmh. facile de le démonter. Et donc d'avoir quelque chose qui viendrait directement essayer de me dire non, mais là, ce que tu racontes, c'est nimp, avec malheureusement toutes les limites des LLM à l'heure actuelle. Je pense que ça pourrait m'aider. D'ailleurs, j'ai déjà, sur certains points, j'ai déjà commencé à le faire un petit peu, de prendre. Alors, pour le coup, je prends pas ChatGPT parce que je trouve qu'il est pas super fort, et malgré tout le tout le mal que je pense de on va dire, en général de tout ce qui est autour de Elon Musk, je trouve que Grok est en général pas si mauvais que ça. Et j'ai déjà plusieurs fois en fait donné des argumentaires que j'avais écrits en fait à Grok en disant tu es quelqu'un qui a absolument envie de dire que ces arguments sont faux, démonte-les.
Et Ah c'est ouais. intéressant parce que, en fait, de temps en temps, en fait, ça se voit quand tu sais un petit peu, tu vois, quand tu es quand même pas trop mauvais dans ce que tu as écrit, tu vois directement en fait les tiges qu'il a absolument essayé de tirer en disant ça, il faut que je le démonte, et où la contre-argumentation devient ridicule au possible. Et Hmm. tu te dis, mais non, mais ça, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a été me raconter? Donc, ça, tu te dis, bon, ben voilà, ça veut dire mon argument est probablement pas si mauvais que ça. Ça m'est déjà aussi arrivé, du coup, d'avoir Grok qui me dit, qui me donne un contre-argumentaire sur les arguments. Je dis, oh la vache, ah ouais, là, pour le coup, je me suis vraiment fait casser la gueule, quoi. Et du coup, ah bah oui, une piste à laquelle j'avais pas pensé. Ok. Et ça permet d'avoir un collègue un peu sceptique et puis un peu plus, je vais pas dire agressif ou quoi, mais qui peut jouer ce rôle, mais pour gratuit. Ok, ok. Mais là, c'est une nouvelle couche, quoi, parce que là, en fait, c'est cette idée-là de méthode Prisme, c'est vraiment enfin, l'LLM, c'est vraiment un support. C'est-à-dire, tu parles, il reprend exactement ce que tu dis, il invente pas, il cherche pas des nouveaux trucs. Il va réorganiser, mais vraiment ce que tu as dit, il va pas transformer ce que tu as dit. Ouais. Et ouais, toi, en fait, ce que tu proposes, c'est vraiment d'aller, plus loin et finalement d'avoir un outil qui collabore en fait, enfin, adversarial collaboration, mais qui Ouais, collabore avec toi, pour avoir ouais, vraiment une critique de ta critique avant de la soumettre aux auteurs, quoi. C'est très exa- intéressant, ouais, ouais, ouais. Et je pense que c'est très très important que ce soit absolument adversarial. ouais. Parce que les LLM, ça c'est, je pense qu'on a tous eu cette intuition déjà, sont extrêmement complaisants avec n'importe qui Ouais, après discute moi, il y avec a eux. quand même, enfin, j'ai jamais de problème à quand je dis aux auteurs, «Tiens, je pense que ça serait bien de le faire comme ça ou quoi», que l'auteur m'explique par rapport par A par B, pourquoi j'ai dit de la merde et pourquoi ça servait à rien, de faire ce que je leur ai proposé de faire, tu vois? Ouais. Donc oui, mais en même temps, c'est aussi aux auteurs de défendre, leurs articles aussi, tu vois? Moi, C'est vrai. je pense que c'est un complément, mais Ouais. bon, ouais. Alors, je t'ai envoyé une petite image sur Ouais. la conversation. C'est pas du tout radiophonique, mais on va pas passer beaucoup de temps, dessus. Ce qui est intéressant ici, donc c'est une image dans lequel il y a 2 courbes, donc de gauche à droite, il y a les années de 2016 à 2025 et tu as, en ordonnée, donc de bas en haut, le changement en pourcentage des APCs, donc de l'argent qui est fait pour faire de, l'open access. Donc, on parlait là de ce commentaire qui coûte, 4 000 à publier. Donc là, c'est les changements au fur et à mesure des années des journaux, open access et il y en a un qui est, le changement, total, donc c'est la courbe bleue et tu as, pardon, le changement total, c'est la courbe, la courbe violette et le changement, relatif à l'inflation, c'est la courbe bleue. Et en Ok. fait, ce qu'on observe ici, c'est qu'il y a qu'une seule année, durant laquelle, l'inflation a été supérieure, à l'augmentation du prix des Article Processing Charges, c'est 2019. Donc Mhm. en 2019, heu, l'inflation était plus importante. En fait, ça coûtait moins cher de publier de l'open access relativement à l'argent qui était disponible, dans le monde. Tous Ouais. les autres années, le f les Active Processing Charges augmentent plus vite que l'inflation. Hmm. Et Ouais. souvent, ce qui est dit, hein, c'est par, les publishers, c'est: «Oui, on est obligé d'augmenter les coûts de nos articles parce que l'inflation augmente». Ouais. Ce qui est démontré dans ce graphique, c'est que les coûts augmentent largement plus vite que l'inflation Hmm. et donc l'inflation ne peut pas être une raison de l'augmentation de ces coûts. Ouais. L'appât du gain, par contre. L'appât du gain, par contre, oui. Voilà, Ouais. bon, Hmm. je t'envoie le lien sur la conversation. Mais bon, voilà, on va peut-être pas passer des heures dessus, mais c'est intéressant de voir, au moins d'avoir cet argument de dire: «Il existe des données montrant que cet argument que, l'inflation, est responsable de l'augmentation des coûts de publication est un argument qui est faux». Bah, il est. Alors évidemment, là, les auditeurs purs ne verront pas le graphique. Il y a quand même une tendance qui va quand même dans la même direction. C'est-à-dire qu'il y a deux courbes.
Et il y a un décalage clair qui fait qu'effectivement, à chaque fois, le prix des APCs est supérieur à celui de l'inflation. Mais la trend quand même générale montre qu'il y a une partie quand même de ce changement des prix qui est influencée quand même par Ouais, par l'inflation. C'est juste que ça n'explique pas du tout, ouais, si j'ose dire. Et moi, j'aurais tendance naïvement à dire, bah oui, mais en même temps, il y a aussi une augmentation colossale du nombre d'articles publiés par an aussi ouais, depuis très longtemps. Et donc, du coup, bah, ils en profitent. Plus il y a, je veux dire, si tout le monde publie, c'est l'offre et la demande oui. de façon niveau lycée, quoi. Tu mets, il y a, tu mets, il y a énormément de demandes, bah, du coup, tu peux gonfler les prix, quoi. Puis après, tu as les réductions d'échelle, hein. C'est aussi que typiquement, tu parles des serveurs, par article, si tu as un serveur qui peut tenir 100 articles ou si tu as un serveur qui peut tenir 1 million d'articles, ton un serveur qui fait tenir 1 million d'articles, il coûte plus cher, mais par article, il coûte largement moins cher. Donc Ouais, en plus de ça, tu as des coûts pour maintenir, tes articles qui sont encore moins importants, donc tu fais encore plus d'argent. ouais, effectivement. Next article. Alors, on reparle de Trump. On avait parlé de Trump, l'épisode précédent pour parler de Nature. Mhm. Cette fois, alors c'est pas Trump directement, mais Trump, a annoncé, quand vous écouterez ce podcast, je ne sais pas où en sera l'état des États-Unis, mais, heu, au moment où l'on enregistre, le, NIH, donc, le comment le la, l'Institut national, qui s'occupe, des financements, de la recherche américaine a reçu enfin, en fait, est beaucoup moins financé, qu'avant et en fait, cet institut possède, des journaux et notamment un journal qui s'appelle le Journal of, Environmental Health Perspective, donc le journal sur les perspectives, de santé environnementale, genre un journal hyper important dans ce qui se passe aujourd'hui sur le réchauffement climatique et cetera. Eh bien, ce journal a annoncé, qu'ils n'accepteront plus de nouvelles soumissions avant de savoir si le budget 2025-2026 est maintenu. Donc c'est un journal qui, s'il ne sait pas, s'il a encore du budget, risque tout simplement de disparaître. Ouais. Voilà, bonne ambiance. Ouais, ouais, bah ça, tout ça, ça s'inscrit quand même dans un gros problème au niveau scientifique aux États-Unis, quoi. Je veux dire, il y a tout qui est en train de s'effondrer un petit peu, quoi. Enfin, s'effondrer, je sais pas si on en est encore au point où il y aura plus rien après, mais enfin, ils prennent un sacré coup dans la tronche, quoi. Ouais. Est-ce que tu as entendu parler de Ike Antkerv? Non, je Non? ne crois pas. Et alors, est-ce que je vais t'envoyer un petit lien. Est-ce que tu as entendu parler de Reese Richardson? Ouais. Ah putain, je suis déçu. Ah, t'es Heu, déçu? mais en fait, tu en avais parlé, dans le podcast précédent, donc je te renvoie l'image. Heu, donc je peux même faire un truc de ouf. C'est pour ceux qui nous suivent Ah, le chat! sur YouTube, je vais vous montrer, écran, fenêtre, écran, hop. Larry Richardson ou Rickardson, je ne sais pas, comment on le prononce, et je ne sais pas si tu vois mon écran. Si oui, ça veut dire Je que tout le vois monde tout le à voit. fait ton écran. Voilà. Ouais, ouais, Donc, ouais. Larry Rickardson, donc on a l'impression que c'est cet homme-là. En réalité, c'est ce chat, Mm. qui donc un chat, hein, qui a publié 12 articles depuis 2020, Ouais. tous, indexés sur Google Scholar. Et donc alors ce que tu disais, l'épisode précédent était pas tout à fait, juste parce que tu disais que c'était, donc on parlait, hein, l'épisode précédent d'un chercheur qui avait mis son enfant dans les coauteurs. Mhm. Là, ces articles sont inventés. C'est Ouais. pas c'est pas des vrais articles. Oui. Mm. Donc là, c'est un petit peu différent, de ce cas-là. Simplement, ce dont, parle, donc non pas Larry, mais Reed Richardson, Ouais, je vais ouais. Mm. vous l'envoyer, hop. C'est qu'il ne faut jamais croire à Google Scholar. Donc, Google Scholar ne Ouais. fait toujours rien, sur la manipulation de citations. Vous voyez, hein, c'est le 6 mai, donc c'est quand même quelque chose de très récent. Et en fait, c'est là où j'ai découvert, ce nom, de,
Ike, je sais plus où je le trouve. Alors ouais, là il parle d'un truc T'es un très peu plus haut, je l'ai intéressant. vu. C'est un compte WhatsApp qui propose donc de gagner du H-index, donc un index Google, pour à peu près 300 $. Ils peuvent avoir 100 citations et effectivement, tu vois que certains ont payé pour ça. Et voilà, si vous regardez ici cet énorme pic en 2024, ça ne peut être Ouais. expliqué que par ça. Et du coup, et donc voilà, ce dont ils discutent après, c'est qu'effectivement, et c'est assez facile de trouver quels sont les articles qui ont été rajoutés comme ça à leur compte. Et du coup, où est-ce que je voulais aller? Alors je ne sais plus. Oui, et il y a ce problème-là aussi que de ce fait, quand on utilise des intelligences artificielles, les intelligences artificielles regardent ce qu'il y a dans les articles en disant: «Ce qui est dans Google Scholar, c'est des articles scientifiques». Sauf qu'il y a des trucs, c'est pas des articles scientifiques, c'est des faux articles parce que Google Scholar est manipulé. Étant Ouais. donné qu'il y a personne qui va regarder, ce qui se passe. Et alors je trouve plus, mais Ike, je peux peut-être regarder Antka. Voilà, Ike Antkare, c'était, donc c'est un Français qui a inventé ce personnage, Mhm. qui donc était le faux personnage qui a le plus de citations sur Google Scholar au monde, et qui alors en fait le 6 mai, ce personnage existait, donc c'est Cyril Mhm. Labbé qui l'a créé, Ouais. et quand j'ai regardé moi, 2 semaines après, il a été retiré. Voilà, et donc voilà, Larry Richardson, c'est, le chat qui a le plus de citations sur Google Scholar. Ok. Ouais. Voilà, en tout Mais cas, c'est. là où je veux en venir là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui utilisent Google Scholar pour faire, des méta-analyses. Il y a beaucoup de chercheurs qui utilisent Google Scholar pour regarder si, les personnes à employer, en tant que membres de jury, sont des personnes qui publient beaucoup et cetera. Google Scholar invente des citations, Google Scholar invente des articles en lui-même. Il y a personne chez Google Scholar qui vérifie comment tout est indexé et on peut indexer tout et n'importe quoi. Oui. Alors, j'ai deux choses à dire. La première, c'est effectivement, il y a ce chat-là. D'ailleurs, ce chat est aussi impliqué dans les trucs avec Science Guardians, mais je ne sais pas si on abordera ça parce que ça demande d'explications. Ou on en parlera peut-être en off ou quoi, ou je me renseignerai plus pour pouvoir en parler sur un autre podcast. C'est pas le premier chat qui est dans la littérature scientifique. À ma connaissance, le premier cas, c'est FDC Willard, qui est un papier dans un papier en physique où c'est son propriétaire du coup qui a mis son chat aussi sur un papier en physique pour une raison très très bête, c'est que par habitude dans les articles scientifiques, il nous arrive d'écrire oui, donc on, ou nous avons fait quelque chose ou quoi que ce soit. Et en fait, il a écrit son papier, il était seul auteur sur le papier, et il avait écrit tout son papier avec on a fait ça, nous avons fait ceci, etc. Et c'était en 1975, donc c'était il y a quelques temps. Hein. On n'avait pas les outils informatiques maintenant pour revenir en arrière. C'était très probablement, j'imagine, tapé à la machine. Et puis après avoir vu son article, il a dit oh non, j'ai mis nous partout. Donc, oh non, la flemme. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté un auteur, et son auteur, c'est son chat. Et du coup, comme ça, bah, il n'avait pas besoin de dire j'ai fait ça. Il dit nous avons fait ça avec mon chat. Et c'est passé. Et du coup, il y a FDC Willard qui a, je sais plus combien il a de papier, mais à la base, c'est né de ça, mais après, il l'a mis sur d'autres parce que c'était un peu rigolo. Et donc, bon, il y avait déjà des problèmes d'autorship comme ça dans les années 70 en physique où un chat peut être crédité. Ceci étant dit, il y a beaucoup de gens qui, a priori, étaient au courant et c'est une blague qui a beaucoup fait rire. Je trouve ça bien aussi qu'on ait de l'humour en science, parce que l'humour, c'est Ouais, important. non, alors là, pour le coup, le problème d'autorship, pour moi, il se pose pas parce que là, on n'est pas c'est pas quelqu'un qui pourrait profiter de la situation par la suite en ayant des citations avant. Mais là, Non. c'est Mm. vraiment, je pense, l'idée, c'est vraiment de dire: «Ce n'est pas un moteur de recherche, ce n'est pas un moteur d'indexation, d'articles, et il faut arrêter d'utiliser Google Scholar pour les méta-analyses. Il faut arrêter d'utiliser Google Scholar, pour, savoir si un auteur est influent ou non, s'il est pertinent Ouais. ou non, parce que ce n'est pas fait pour, parce qu'il y a aucun contrôle et que s'il y a un problème, on ne peut pas
contacter physiquement des gens en leur disant il y a un problème dans les citations de telle ou de telle personne. Ben oui, et en fait, c'était le deuxième point que je voulais faire, à mon avis, même si on demande à Google, j'imagine qu'il y a déjà des gens qui l'ont fait, ils diront c'est pas un bug, c'est it's a feature, tu vois. Ouais. Parce que de base, Scholar, il est fait comme ça. Si je ne m'abuse, même dans Scholar, les citations du style quelqu'un écrit un blog et puis cite un article dedans, ça compte comme une citation, si je ne m'abuse. Il y a vraiment plein de trucs quand on regarde la façon dont les citations sont gérées par Google Scholar. Qui sont vraiment assez étranges en fait. Quand on vient d'un background scientifique, on ne s'attend pas à ça. Sauf que bah, l'outil il a été créé de cette manière. Il a été fait pour ça. Il n'y a pas de, contrairement à Web of Science ou Scopus ou des trucs comme ça. Bah, en fait, le H-index sera obligatoirement, même pour un article purement scientifique, sera très certainement différent, même pour les auteurs. Parce qu'un auteur qui publie dans une revue, par exemple, une revue purement prédatrice, la revue n'est pas indexée, par exemple, dans Scopus. Et du coup, si la revue n'est pas indexée dans Scopus, ça veut dire que l'article ne compte pas dans les citations, etc. Et donc, du coup, en général, le H-index de Google Scholar inclut absolument tout. Ça donne des chiffres qui sont gonflés aux hormones, parce que même quand on publie dans des trucs tout pourris, ou même des blogs, ou des choses comme ça, etc., ça compte. Alors que quand on va sur Scopus, d'un coup, bam, il n'y a plus rien. Donc ça arrive d'avoir des gens qui ont un index de 20 sur Google Scholar, et puis en fait on va sur Scopus, et là ils ont 2. Oui, on en a déjà parlé aussi l'épisode précédent, Scopus, Web of Science etc. Il y a toujours la menace, si on fait n'importe quoi en tant que journal, d'être délisté. Ouais, tout à fait. Il y a pas de risque d'être délisté de Google Scholar. Ouais, c'est ça, ouais, parce que là, il y a des gens qui travaillent derrière, quoi. Et dans Scholar, je pense que absolument tout est automatisé. Ouais. Et il y a des trucs rigolos, hein, d'ailleurs, dans Scholar. Hein. Moi, j'ai un article que je n'ai pas mis, puisqu'on peut choisir de cocher ou décocher, etc. Il y a un article scientifique où je suis dans la section remerciements dans l'article. Et ben, si je veux, je le mets dans mon Scholar, et du coup, il compte pour moi H-index sur Scholar. Et alors, moi, j'ai été contacté par un chercheur finlandais qui me disait, alors je ne sais pas pourquoi il m'a contacté moi, mais je pense que c'est à la suite d'un post Twitter, à l'époque où je faisais des posts Twitter, à l'époque où Twitter était fréquentable, Ouais. et qui me disait, j'ai un de mes collègues, il a eu une grosse promotion, et en fait, je comprenais pas pourquoi, et je suis allé regarder sur Google Scholar, et il a publié moins que moi, mais il a 10 000 citations de plus que moi. C'est énorme, 10 000 citations, et Ouais. il a dit: «Bah, j'ai essayé de comprendre pourquoi», et en fait, il a réussi à publier un chapitre dans un livre. Mhm. Sauf que dans ce livre, il y a un autre chapitre qui est écrit par un auteur américain hyper connu, Mhm. et va savoir pourquoi, Google Scholar a décidé qu'en fait, en tant qu'auteur d'un chapitre, il était aussi auteur du livre, et que du coup, dès que le livre est cité ou dès que l'autre chapitre est cité, et ben, en fait, ça augmente ses citations à lui, alors qu'il a écrit qu'un chapitre et il a pas écrit le livre. Ah, bah, c'est le bon plan, ça, ouais. C'est Ok. incroyable, enfin, c'est Ouais. voilà, et donc ça, et alors il y a pas que ce livre-là, en fait, il est allé regarder, on est allé même regarder ensemble plusieurs autres, en fait, il a «écrit» entre guillemets, au moins 3 livres où en fait il écrit, non pas le livre, il écrit que, un chapitre, et à chaque fois il est crédité, du livre en entier, quoi. Ouais, c'est chaud. Hmm. Et ces livres sont publiés par la même, maison d'édition, donc je pense que le problème aussi vient de peut-être du site de cette maison d'édition, ou je sais pas, je sais pas. Ouais. Hmm, hmm. OK, next, est-ce que alors bon, je vais pas arrêter de te dire: «Est-ce que tu connais machin?» parce que c'est vraiment À pas chaque fois, je connu. réponds non. Tove Godskensen, il nous parle d'un problème très récent, des articles frauduleux, certes, ça va pas te surprendre, qui sont écrits par des vrais chercheurs, certes, ça va pas te surprendre, mais sauf qu'en fait, c'est pas eux. Ah ouais, 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 j'ai entendu aussi parler de cette affaire. Ouais. Hmm. Donc il dit, voilà: «Il y a plusieurs chercheurs qui nous ont contactés via ResearchGate pour nous poser des questions sur un article intitulé "Investigating the effectiveness of play therapy on reducing despair and anxiety in children with cancer", qui a été publié dans le Clinical Cancer Investigation Journal». Et sauf qu'en fait, l'article, il a été publié avec leur nom, Ouais. mais sans leur, enfin, à leur insu, sans leur consentement,
sans qu'ils le sachent, articles qui contenaient des données complètement fabriquées, des trucs ChatGPT-esque, quoi. Ouais. Toveux conclut qu'il est très probable que ce soit directement le journal qui soit derrière ce type, de fraude, journal qui collabore activement avec des paper mills pour, augmenter leur index. Ouais. Et il dit: «Bah, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça à part, le dénoncer quand ça nous arrive, mais quand même, tout le monde enfin, on n'est pas à l'abri que ça nous arrive, quoi». Ouais. Bah, c'est un peu dingue. Je me souviens justement, ça date un tout petit peu. Je pense que l'article de Tove doit être un peu récent, mais j'avais vu pas mal de discussions justement pour essayer de trouver quel était le mobile derrière ça. Parce que du coup, tu te dis, mais attends, si jamais c'est un autre auteur qui a fait ça, quel intérêt il a là, à aller écrire un article entier, à aller payer des APCs, etc., juste pour écrire un article où du coup il n'a pas la reconnaissance. Alors, je me souviens que l'une des hypothèses, c'était de dire, c'est peut-être pour essayer de De d'incriminer des discréditer. ouais de ça discriminer n'importe quoi discréditer effectivement d'autres tu dis le mot et je dis un autre mot, c'est extraordinaire. Vraiment la moitié du cerveau qui marche pas. Bref, pour discréditer comme tu disais les auteurs en mettant justement des données frauduleuses, etc., et dire mais regardez ces gens fraudent, puis après ils disent ouais mais c'est pas moi, etc. C'est quand même un plan assez retors et assez probablement assez compliqué. Je pense que c'est pas très Ouais, compliqué en l'état de montrer que c'est pas toi qui as publié l'article, surtout si j'avais ces plusieurs auteurs qui disent la même chose. ouais. Et puis du coup, bah, même, je veux dire, si le journal peut récupérer sur le portail de soumission dont on parlait hier, un petit peu les ID qui ont été utilisés, etc., on peut vite voir que c'est pas ces gens-là, quoi. C'est pas les bonnes adresses mail, etc., Ouais. etc. Mais alors qu'est-ce qui se passe quand c'est les éditeurs eux-mêmes qui créent ces articles? Ouais, là, ça c'est compliqué. Mais bon, après, quand c'est l'éditeur eux-mêmes qui crée ce genre de truc, je pense qu'on est sur the Journal of Journalism Journalist, tu vois, un truc Et comme voilà, ça, là, tu c'est vois. Clinical Cancer Investigation Journal, qui est Ouais, vraiment, un Q4, hein. ouais, bah oui, Et le c'est problème, ça. c'est qu'il est indexé. C'est le problème. Donc Q4, hein, pour ceux qui savent pas, c'est le quatrième quartile. Donc souvent, on divise la qualité des journaux en 4, 1, 2, 3, 4. Et 1, c'est vraiment les top journaux globalement. 2, c'est des journaux, c'est pas le top. Alors ça peut être des journaux récents, donc en fait, c'est des journaux qui sont pas trop cités, qui citent pas beaucoup, mais bon, voilà, parce qu'ils sont récents, ou alors, bah, ça peut être aussi des journaux typiquement français et du coup, bah, ils peuvent pas beaucoup bénéficier de citations étrangères. Q3, ben, ça commence à être chaud, c'est souvent Ouais, on se pose des questions, et Q4, c'est vraiment des journaux, que l'on peut qualifier de prédateurs la plupart du temps, ou alors des journaux sur un domaine extrêmement particulier qui ne peuvent pas être cités par d'autres ou quoi, mais enfin, ouais. faut toujours se méfier, quoi. Ouais, c'est assez rare des publications dans les Q4 qui soient de bonne qualité. Ouais, les Ça les les arrive, hein, mais. publications en français type, psychanalyse, psychanalyco-centré français, c'est des Q3 par exemple, c'est rarement des Ouais, Q4. ouais. OK, next one. Alors, une information comme ça, mais en fait, je trouvais ça intéressant, tu sais, à garder à l'esprit cette information. En 2024, 8,5 des manuscrits qui ont été soumis à IOP Publishing, ont été rejetés avant le peer review à cause, de problèmes éthiques. Et en fait, bon, alors IOP Publishing, c'est une grosse boîte, qui possède, je crois, c'est beaucoup des journaux, pardon, en mathématiques et en physique. Alors je vais directement recliquer juste pour vous dire. Donc ils ont Physics Worlds, IOP Science, IOP Institute of Physics, IOP China, IOP Latino America. C'est que des trucs de physique ou de mathématiques. Et en fait, c'est intéressant, je trouve, de se dire: «OK, de tous ces journaux-là, il y a 8,5 des manuscrits qui sont directement desk reject parce qu'il y a des problèmes éthiques». Et je trouve que c'est bien d'avoir ce seuil-là, de se dire: «OK, OK, il y a au moins ça», tu vois? En fait, on a un peu l'impression, tu sais, quand on discute de métasciences et tout, qu'il y a aucun contrôle, qu'ils font aucun effort et cetera. Bon, il y a là, tu vois, eux disent: «Bah, nous, voilà, on peut quantifier ça». En fait, c'est ça de la vraie métascience, quoi, de pouvoir quantifier ce genre de processus ou ce genre de décision. Ouais. Après, ethical concern, c'est large et Oui, oui, bien ça sûr, peut, ouais. ça peut vouloir dire beaucoup de choses.
Mais C'est de la c'est un physique, hein, chiffre. c'est pas des sondages, c'est pas de l'expérimentation sur des êtres Ouais, humains, c'est pas. c'est vrai. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est 8,5% qui se font attraper. On espère qu'il y a très peu de faux positifs dans leur capture. Ce qui laisserait du coup entendre, s'il y a très très peu de faux positifs, que le vrai chiffre va au-delà de ça. Parce que forcément, par contre, des faux négatifs, ça, il y en a forcément un certain nombre. Et il y a un débat souvent qui est très intéressant d'ailleurs dans la communication interjournaux, qui est que même dans les cas de refus pour des ethical concerns, genre même un truc bête, hein, mais si un journal dit non mais ces données-là, quelqu'un se rend compte quelque part que ces données sont fraudées, par exemple, bah, en fait ce qu'ils vont faire c'est refuser l'article et puis c'est tout. Et tout se passe complètement en privé. Ce qui veut dire que même la personne dont les données ont été détectées comme étant très probablement fraudées et dont on a refusé la publication pour cette raison-là, ils ont juste à aller dans un autre journal qui pourrait refuser aussi en privé, etc., et le faire jusqu'à ce qu'un journal accepte de publier ces données. Et ensuite, bah, il y a tellement de publications, tellement de trucs, etc., que de toute façon, avant que la personne Hyper qui est intéressant. flag le journal, voilà, pour initialement pour retrouver le truc, est-ce que ça a été publié, etc., personne ne va le faire. Ouais. C'est à la Et fois un donc, problème de transparence et aussi de centralisation. C'est qu'en fait, comme il y a en ouais. fait, tu as que 2 parce que je suis à fond là-dedans. Là, il faut que j'écrive un article. En fait, j'ai une présentation sur le sujet en septembre Ouais. et j'ai Mhm. aucune idée de ce que je vais dire. Mais là, tu viens de me donner un point hyper essentiel, c'est que, ben, du coup, ma présentation, c'est: faut-il plus de centralisation en sciences ou faut-il plus de décentralisation? Et Mhm. donc là, ce que tu es en train de dire finalement, c'est que s'il y a pas de décentralisation, qu'en fait chaque journal est complètement autonome, il faut beaucoup de transparence pour communiquer efficacement l'information. Ouais, Mais s'il y a une exactement. centralisation, il n'y a pas besoin de le faire parce qu'en fait, le logiciel, utilisé, pour, la soumission des manuscrits va détecter automatiquement le fait que ça a été soumis à un autre journal et cetera. Donc c'est hyper intéressant, bon, si Voilà. tu je te citerai. Ouais, voilà, Heu, exactement. Voilà. J'allais dire aux auditeurs, voilà, vous entendez, si c'est vrai jamais que je ça suis sert nulle d'avoir un part, cerveau qui va n'importe où. ouais, ouais, si jamais je ne suis nulle part crédité dans l'article d'Adrien, vous pourrez dire que c'est du scientific misconduct. Heu, un dernier point juste, c'est que du coup, c'est avant le peer review. Donc effectivement, tu vas avoir, des vrais négatifs, il peut y avoir des détections au moment du peer reviewing process. Donc là, c'est vraiment la phase 1 de la détection, quoi, hein. C'est juste Hmm. pour, être clair. Ouais, ouais, OK. ouais, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on dit encore? Ça fait combien de temps? Ça va faire, OK, pas si longtemps que ça. Une petite news avant un nouveau top 10. News, alors en fait, c'est même pas une news, ça c'est presque un article, j'aurais aimé qu'on le traite, Mhm. dans un podcast, donc peut-être que ça va nous prendre un petit peu de temps. C'est un Ouais. article hyper intéressant, je te l'envoie direct sur, donc l'article porte sur la caractérisation des effets d'une rétractation sur une carrière académique. À quel Hmm. point le fait de rétracter un article a un impact sur la carrière académique? Qu'est-ce qui s'est passé pour les chercheurs qui ont dû avoir une rétractation sur l'un de leurs articles? Sachant Intéressant. que cet article-là est un article portant sur la rétractation de 4 500 articles Hmm. avec 14 500 auteurs. Ok. Énorme. Oui, oui, c'est beaucoup. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'ont cherché qu'ont trouvé, les auteurs de cet article? Donc c'est que, environ 45 des auteurs ont quitté leur carrière, d'éditeur au moment de la pardon, ont quitté leur carrière au moment de la rétractation. Ça peut être Ah. avant, ça peut être après. Mhm. Les auteurs qui sont partis ont une carrière ont en moyenne une carrière plus courte, non attends, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, les auteurs qui sont partis parce qu'ils avaient une carrière plus courte avant la rétractation que ceux qui sont restés. Ils avaient moins de citations, ils avaient moins de collaborations et de publications que ceux qui sont restés. Donc en fait, le fait d'être déjà bien incrusté dans le milieu universitaire fait que tu as plus de chances de rester même après une rétractation. Ok. Une plus grande attention de la rétractation a précipité la sortie des auteurs rétractés par rapport à leurs homologues similaires, donc rendre les problèmes publics, ça a un impact. Ouais.
Et enfin, et ça c'est l'aspect négatif, c'est que les auteurs rétractés qui sont restés après la rétractation, Mhm. ils ont formé des réseaux de collaboration plus importants, ils ont conservé leurs collaborateurs et ont gagné de nouveaux collaborateurs. Ouais, Et donc en fait, ça leur a été presque bénéfique, ouais, la rétractation. Voilà, ça voilà. ça m'étonne beaucoup moins. Donc en fait, il y a Euh, ceux qui partent, ceux qui sont déjà faibles dans le milieu universitaire, ils partent, et ceux ouais, qui sont déjà bien intégrés, non seulement ils restent, mais en plus, ça leur est bénéfique pour leur carrière. ouais. Mm. Ça m'étonne pas beaucoup. Mais parce que du coup, je n'ai pas lu l'article, est-ce qu'il y a une analyse par rapport au nombre aussi d'articles rétractés? Parce que il y a très certainement entre guillemets un confin de milieu là, où j'imagine qu'il y a des gens qui ont une rétractation Bah, d'articles. too good to be true après, c'est Ouais, trop fait que on peut plus, l'ignorer. Et oui, ben c'est je ça, l'ai ouais. plus, mais voilà, c'est ça de me poser des questions. Je ne sais plus, mais c'est possible. Là, tu l'as ouvert l'article? Ouais, je l'ai, ouais, ouais, ouais. Je regarde le graphique parce que j'aime bien les images. OK. Voilà, Hop, mais je ne vois pas là particulièrement de trucs visuellement qui a l'air de me montrer ça. non, moi Euh, ça me dit rien non plus. mhm. Parce que ça doit être. Parce que du coup, forcément, parmi les gens qui ont, entre guillemets, un article rétracté, il doit y en avoir qui en ont 50. Et ceux-là, je ne voudrais pas que ce soit eux, en fait, qui partent le plus, en fait. Parce qu'une fois que Mmh. tu commences à avoir, bah, je sais pas moi, on va en parler je sais déjà, tu vas dire hier parler de Francesca Gino, qui a eu plusieurs articles rétractés et tout ça, bah, elle, sa carrière universitaire, elle est finie. On fait pas Ouais. trop pour elle, hein, elle va gagner plus d'argent toujours malgré tout ça que moi dans toute ma vie. Mais ouais, c'est pas le même effet. Il y a des clusters, quoi. Ouais. Après, moi, je fais un peu partie. Moi, voilà, j'aime beaucoup Richard McElris, un de mes héros en sciences à l'heure actuelle, qui disait il faudrait normaliser la rétractation. C'est pas grave. Ça devrait pas être grave, en fait, de rétracter les articles. Alors bon, ça dépend ce qu'on appelle pas grave, mais ça Ouais, devrait pas alors être un drame monstrueux parce que si on rétracte parce que juste il y a eu une grosse erreur et en fait finalement c'est pas supporté par la confusion n'est pas du tout supportée par les données ou quoi que ce soit, et qu'on n'a pas accès à la nouvelle conclusion parce que genre le dataset a été perdu ou quoi que ce soit, etc. Ça devrait pas forcément être un truc qui devrait terminer une carrière. Bah, par alors il contre, y a que un ça vrai l'améliore, problème c'est par bizarre. rapport à ça. Il y a un vrai Ouais, problème par rapport à ça, c'est, Retraction Watch qui en a parlé, ouais, qui disait: «En fait, c'est tellement dur de rétracter les articles actuellement ouais. que les seuls articles rétractés sont quasiment que des cas de fraude. Oui, C'est quasiment ça pas c'est. des cas Ouais. d'erreur». Ouais, mais ça, on est encore, tu vois, sur cette. Pour moi, c'est le même souci, en fait, que ce truc de l'erreur, tu sais, qui est que on dit l'erreur devrait faire partie de la science, puis en fait pas. Et là, c'est pareil, en fait. Là, l'idée, c'est de dire une rétractation d'article, en fait, ça devrait aussi faire partie d'un processus normal de science. Oui. Ils ont foiré les trucs, et donc, du coup, bah, c'est pas dramatique, on retire l'article parce que le truc a été foiré, ça arrive, ça fait partie du processus normal d'erreur. Mais effectivement, de facto, à l'heure actuelle, les rétractations sont plus, effectivement, sont quasiment que pour ça. Mais c'est chiant parce que du coup, quelque part, quand tu fais une investigation et que tu dis, oula, il y a un truc qui va vraiment pas dans les données et que du coup, tu dis, à mon avis, il faut rétracter ou au moins faire une énorme correction d'article ou quoi que ce soit, bah, du coup, en fait, ça, les gens entendent en face que ce que toi t'as dit, c'est ils ont obligatoirement fraudé le truc, etc. Mais non, pas forcément. C'est juste que de notre avis, là, on ne peut pas faire une conclusion, on ne peut pas carrément pas émettre de conclusion avec ce qui est présent. Ça ne veut pas dire que la personne n'est, ça veut pas dire que c'est un méchant avec des dents pointues, tu vois, et puis qui a un couteau entre, tu vois, comme ça. Non, bah non, pas forcément. Mais du coup, si on ne peut pas demander rétraction d'articles avec lesquels on ne peut pas conclure parce qu'il y a un vrai problème fondamental dedans, alors qu'est-ce qu'on rétracte alors? Ouais, et Enfin, ouais, la fraude du coup, justement, mais on rétracte que la fraude. C'est vrai, hein, sur, les 3 millions d'articles publiés par an, si on avait 200 000 rétractations, bah, en fait, on normaliserait de par le nombre. Or là, oui. on est à 10 000 rétractations, donc en fait, c'est que le pire du pire du pire, quoi.
Ouais, Donc ouais, c'est ça. forcément, ceux qui se font rétracter, ils le vivent très mal parce que, ben oui, c'est comme ça que ça marche, actuellement. Bah oui, mais ceci dit, bon, d'après les chiffres que tu donnes, ils le vivent pas forcément très mal pour autant. Il y a probablement peut-être même un petit effet underdog, tu sais, Ouais. dans le dans la rétraction d'articles ou quand Bah, quelqu'un. malheureusement, ceux qui sont tenurdes le vivent rarement mal. Ceux qui Ouais. sont pas tenurdes, qui sont, post-doc et cetera, qui ont, pris des largeurs durant leur doctorat parce qu'ils voyaient pas trop le problème et que personne ne leur a rien dit, surtout pas leur directeur de thèse, bah, eux, ils le vivent mal, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un vrai problème. Mm. On passe au top 10, c'est parti? Allez, c'est parti. Allez, cette fois, c'est le top 10 des articles les plus cités de tous les temps. Ah, on Ah, n'est plus sur le plus cité de 2023, on est sur le plus cité de tous les temps. ok. Ready? Allez. Alors, donc tu vas voir mon onglet là, hein, parce que là, je vais avoir de quoi parler. Numéro 10 avec 93 000 citations. Hmm, Development of the Cole-Salvetti correlation energy formula into a functional of the electron density. ok. Donc, un truc de physique, Mhm. 1988. 9e avec 100 327 citations. Using Thematics Analysis in Psychology, Ah, 2006. encore celui-là? Ouais, ouais. Encore Mhm. celui-là, donc celui-là tous les ans, il fait partie des plus cités. Ouais. Donc l'analyse thématique, hein, là, une méthode, d'analyse qualitative, en psychologie. Numéro 8 avec, 101 906 citations. Efficient iterative schemes for ab initio total energy calculations using a plane wave basis set de 96. Je sais même pas sur quoi ça porte, donc des schémas itératifs efficients pour calculer l'énergie totale en utilisant, un set, de bases, sur un plan avec des vagues. Bon, ça a l'air d'être de la physique ou de l'ingénierie, mais Ouais, avec pif. ouais, non, c'est très bien, c'est très bien. Je recommande la lecture à tout le monde. Numéro 7, 116 000 citations, Deep Residual Learning for Image Recognitions de 2016. Donc l'article le Oh, plus cité de 2023 est là est numéro 7 de l'article le plus cité de tous les temps et il date de 2016. oh la Donc vache, ouais. voilà. Mhm. Donc là, on est sur du ChatGPT, enfin pas du ChatGPT, mais de la création d'images, par, des LLM. Ouais, Numéro 6 et bah, c'est le Prisma Statement de 2009 avec 133 000 citations. Donc encore une ouais. fois, Prisma Statements, on en a parlé, le podcast dernier, c'est, l'outil permettant de faire des analyses systématiques, et des méta-analyses et en fait, on va cocher des cases en disant: «On a bien dit ça, puis on a bien dit ça, puis on a bien dit ça, puis on a bien» pour être sûr, que, la méta-analyse soit bien faite. Ouais. Numéro 5, Analysis of Relative Gene Expression Data using Real-Time Quantitative PCR under 2 exposant moins delta delta CT méthode de Celui-là, 2000, je me souviens. Mhm. 148 000 citations, donc aussi parmi les plus cités de 2023. Ouais, Bon voilà, un truc de génétique. Numéro 4, Generalized Gradient Approximation Made Simple, ok. 96, donc 174 000 citations et ensuite on Mhm. dépasse les 200 000 citations pour le numéro 3, le numéro 2 et le numéro 1. Alors le numéro 3, il est costaud. Heu, Attends, il y a, ouais. il y a eu un petit bug Ah mince, de Internet. Je sais pas si tu l'as un petit bug ressenti aussi. d'image, ouais, c'est pas grave. Ouais, On y est? ouais, c'est de OK, retour. souhaite-moi bonne chance. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein dye binding. 1976, Sexy. Ok. Mhm. 242 citations. Je Ouais. sais même pas, microgram quantities of protein, c'est un truc de protéines. Ça a l'air de la biologie. Mhm. Ouais, ah oui, oui, je me souviens de cet article, c'est un truc et c'est un produit bleu. En fait, si tu as des types de protéines, ça devient bleu. Ah, ouais, ouais, je vois. Mhm. Les mecs hyper renseignés. Numéro 2, 259 000 citations.
Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bactériophage T4 de 1970. Alors ça, c'est intéressant parce que le bactériophage T4, c'est une bactérie qui mange d'autres bactéries ou un virus qui mange des bactéries et notamment des bactéries qui font des infections des voies respiratoires, je crois, et du coup, c'est un truc qui a été créé pour se battre contre les infections respiratoires et du coup qui est vachement utilisé dans les recherches. Il se fout de moi. C'est intéressant de savoir que c'est la deuxième étude la plus lue de tous les temps. Et alors la toute première, Tout à fait. ah non, 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 c'est la toute première, l'histoire bleue. Alors celle-là, elle explose toutes les autres. Genre, elle a quasiment 100 000 citations de plus que les autres, avec Ouf, ouais. 355 000 citations. C'est Protein Measurement with the Follin Phenol Reagents, qui date de 1951. Et c'est ça, l'agent le phénol folin, là. C'est ce truc-là qui devient Ouais. bleu. Ok. Et, D'accord. et oui, qui peut mesurer le taux de protéines dans un milieu. Ok. Voilà. Donc le plus récent, c'est 2016 et c'est du LLM. Et le plus ancien, c'est 1951 et c'est de la biologie. Il y a beaucoup de Ok. biologie là-dedans, d'ailleurs, globalement. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai. C'est assez marrant qu'il y ait, il y a pas un. Bon, évidemment, le premier, là, oui, mais il n'y a pas une trend particulièrement visible entre le nombre total de citations et l'âge de l'article, en définitive. Notamment à cause de du truc en IA, là, Ouais, où l'article, il a il a quoi? Il a moins de 10 ans et puis il fait partie du top 10. ouais, et le 9, c'est donc l'utilisation de l'anesthématique en psychologie, c'est 2006 aussi. Ouais, Le voilà. Prisma, c'est 2009. Ouais. Ouais, Ouais. ça montre bien, parce il y a toujours un. Ça dépend peut-être des disciplines, mais en science, il y a quand même un certain biais de récence. En général, c'est pas méga bien vu de ne citer que des articles qui datent de 1920. Hein. Mm. Donc, une bonne revue de littérature, normalement, elle cite souvent surtout les articles récents. Mais du coup, ça veut dire aussi que j'ai l'impression que ça donne un peu un miroir du fait justement de l'explosion colossale du nombre d'articles qui sortent maintenant, du coup. Ouais. Puisque quand on regarde les courbes du nombre d'articles qui sortent, je veux dire, je sais plus si c'est sur les 10 dernières années, je crois, on a publié plus d'articles que dans tout le reste de l'histoire de la science, un truc comme ça. Et ça continue d'augmenter, ça fait vraiment une courbe complètement exponentielle. Et on passe dans les débuts des années 1900, à l'époque où on a inventé la relativité générale, en gros, on publiait 3 articles par an, puis maintenant on en publie 1 million. Et puis je dis pas qu'on fait rien, hein, je vais pas dire ça, mais moi j'ai toujours ce petit truc au fond de ma tête qui dit j'ai pas l'impression qu'on évolue aussi vite qu'avant, alors qu'on publie genre Beaucoup des plus cher. facteurs 10 000 fois plus qu'avant. Et c'est bizarre, c'est un truc qui m'interroge, moi, ça. Ouais, 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 ouais. Mm. Ouais, l'innovation. Il y a un article d'ailleurs qui a été publié dans Nature qui parle de ça, qui parle du fait que en fait, beaucoup d'articles sont sur de l'innovation, mais en fait, quand on essaye de mesurer la quantité d'innovation dans les articles, on est plutôt sur quelque chose de très, très faible par Ouais. rapport à ce qui Ouais. était fait avant. Alors, Ouais. petite, parce que je vois que l'heure tourne et j'ai pas envie de vous prendre trop de temps non plus sur cette revue. Là, je t'en fais trois directs. Mhm. Parce qu'en fait, c'est voilà, c'est des petits trucs. Un truc, alors faut que j'arrête de te dire truc, un titre, qui s'appelle «À quel point est-ce équitable?» qui est porté par Coalition S, qui est un groupe, cherchant justement à rendre, l'open access plus équitable justement. Ouais. Et c'est un sondage sur à quel point les modèles de communication scientifique sont équitables entre les chercheurs en fonction du genre, en fonction, du pays et cetera et cetera. Donc c'est un sondage que sont invités à faire les chercheurs, que je n'ai pas fait, mais que faudrait faudrait que je fasse. Mhm. Mais voilà, c'est intéressant de voir que voilà, ces coalitions-là, ces groupes de chercheurs se posent ces questions-là. Ouais. Scholar One dont on a déjà parlé, parce que je crois que c'est eux qui ont Manuscript Central, moi je suis plus sûr de ça. Bon, peu importe. Ils ont introduit un outil, à leur, dashboard Clear Sky, outil qui s'appelle Oversight. Donc dashboard, c'est quand tu es éditeur,
c'est là où tu as tes boutons pour cliquer, j'accepte, j'envoie à tel éditeur, j'envoie à tel reviewer, etc. Et donc, ils ont un nouvel outil dedans qui s'appelle Oversight et qui a pour objectif d'aider les éditeurs à trouver des patterns de risque qui évoluent dans le temps, d'évaluer l'efficacité des interventions éditoriales et de faire des benchmarks de leurs journaux selon les trends de l'industrie pour être toujours plus innovants. Donc, les premiers points avaient l'air cool. Le dernier, tu te poses des questions, mais peu importe. Ouais. Et entre autres, ils disent que cet outil peut indiquer un risque qu'un article soumis est produit par un paper mill, donc une ferme à articles. À voir comment ça marche, à voir à quel point ça marche bien. Ouais. Mais bon, si ça peut aider, ça peut aider, hein. Vaut mieux d'avoir ça que de ne pas l'avoir. Ouais. Alors PubMed, pour ceux qui ne connaissent pas PubMed, c'est un outil qui permet d'indexer tous les articles du domaine médical et justement, on peut faire des méta-analyses dessus. Sauf que bizarrement, quand le NIH a commencé à avoir des problèmes de financement, PubMed est décédé. C'est-à-dire qu'il il était plus accessible en ligne, puis après il est revenu en ligne, mais après il était plus accessible, mais après il est revenu et en fait on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc voilà, qui appartient au NIH. Et sachant que le NIH est en passe d'être détruit par Trump et que probablement que du coup PubMed va vraiment disparaître totalement, le DFG, donc l'agence allemande de financement de la recherche, a déclaré le 2 mai 2025 lancer une alternative à PubMed. Alors sans date de sortie, sans rien du tout, ils ont juste dit: «On va faire une réunion pour décider de comment on allait faire une alternative à PubMed». Ouais. Voilà, petite news là-dessus qui me paraît quand même positive si on peut avoir, alors c'est pas de la concurrence parce qu'il y a pas d'argent à se faire, mais si on peut avoir des alternatives, c'est quand même plutôt positif. Ouais. Alors un record, parce qu'on aime bien les anecdotes, parce que, nous, Nathanaël et moi, on parle souvent de rétractations qui mettent des années. Il y a un journal qui s'appelle le Kaohsiung Journal of Medical Science, publié par Wiley toujours. Non, comment tu as dit? Oui, Wiley tu dis. Ouais, moi je dis Wiley, ouais, je pense. A alerté sur une duplication et modification d'images et ce journal a rétracté l'article 4 mois après et selon Ouh. Retraction Watch, c'est le record de rapidité. C'est Ouais, bien, ouais. c'est Ouais, la bien. bureaucratie, il y a pas mieux pour montrer la bureaucratie du système de publication. Mais Ouais bon. et surtout c'est pas un gros journal, c'est le Kaohsiung Journal of Medical Science, donc ça doit être un journal soit, chinois, soit, japonais. Je suis désolé, Ouais. je connais pas le terme, mais du coup, c'est quand même un petit journal et donc je pense que du coup, il y a moins de bureaucratie qu'habituellement, quoi. Ouais. 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 Est-ce que tu connais des personnes qui travaillent pour le journal Science of Law? Non. Et pourtant, c'est un journal important car il est indexé par Scopus, donc je suis, étonné que tu ne connaisses pas, d'éditeur du journal Science of Law et pourtant je ne suis pas si étonné que ça, parce qu'en fait, les éditeurs de ce journal, eh beh, ils sont tous faux, tout comme toutes les études indiquées sur le site, de cet éditeur, Oh là là. et ce n'est qu'1 an, après l'alerte d'un lanceur d'alerte qui a, par la suite, refait plusieurs alertes, qu'Elsevier a indiqué supprimer le journal de sa base de données, le 15 mai 2025. Donc ils ont fait un billet de blog disant qu'ils allaient supprimer ce journal de sa base de données, ce qui à l'heure de ce podcast n'est toujours pas fait. J'ai vérifié hier, ce n'est toujours donc là, 15 Attends. mai, 30 mai, ce n'est Ouais. toujours pas fait. Attends. Du coup, c'est tout le editorial board et tous les articles sont faux. Genre, c'est des Il gens y a qui rien, littéralement n'existent pas. il n'existe Et, pas. et il faut 1 an d'investigation pour que pour que Elsevier se dise, mais au fait, tous ces gens qui n'existent pas, ça veut peut-être dire que le journal il est un peu problématique. Et après s'en être Ils ne rendu l'ont pas compte, il fait. leur faut encore des mois pour cliquer sur dépublier ce. Mais c'est complètement, Ah, on c'est rigole fou. bien, hein. Ah. Ouais, 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 ouais. Et, autour de moi, j'ai de plus en plus de gens qui disent non, mais même soumettre des articles à Elsevier, c'est non, en fait. C'est juste non, C'est chaud on parce soumet même qu'Elsevier, il plus. possède quand même tout, hein. Comment? Pardon? C'est chaud parce qu'Elsevier, il possède quand même tout, hein. Il possède quand Il même, possède beaucoup de trucs, ouais, 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 mais pas tout. On arrive quand même à trouver des trucs, hein, quand même, heureusement. Hein. Bah ouais. regarde, il y a Wiley. Ouais, Super. oui, bientôt un article qui va être, peer reviewé par,
Alexa d'Amazon, ça va être. Non, Alexa, c'est Amazon, non, je sais plus. Je Ça va crois, être ouais. sympa. Ça va être sympa. Ouais. Alors, je compense la négativité ambiante par un petit message positif. Nature indique que aujourd'hui, 17% des articles sont reviewés par un jeune chercheur, donc Early Career Researcher. Ça paraît peu, mais avant 2015, on était à zéro. Donc on est passé de 0 à 17%, et c'est plutôt positif parce que déjà, c'est une très bonne expérience pour ces jeunes chercheurs de pouvoir reviewer des articles qui sont quand même globalement des très bonnes qualités, et aussi d'avoir un avis différent, de toujours les mêmes de toujours les mêmes éditeurs qui sont des collègues, qui sont des peer reviewers, qui sont toujours les mêmes personnes, qui sont souvent du coup très vieux et toujours dans leurs idées à eux, sans idées nouvelles. Et donc voilà, moi je crois que c'était plutôt une bonne nouvelle de savoir qu'il y a de plus en plus d'early career researchers dans les peer reviewers de Nature. Ouais. Oui, c'est bien. Ok, et ben on compense cette bonne nouvelle par une mauvaise nouvelle. Euh, les chercheurs français ne respectent pas les obligations en matière de publication de résultats des essais cliniques. C'est un article du journal Le Monde publié le 20 mai qui dit que la moitié des résultats de recherche menés en France ne font pas l'objet d'une publication. Donc ça, c'est le chapeau de Le Monde qui dit, outre qu'ils font une entorse à la loi, ce défaut d'accessibilité représente également un problème de santé publique en créant des lacunes potentiellement dangereuses dans les bases de données médicales. Ah ouais, ça c'est. Enfin, je veux dire. Donc la moitié des chercheurs français ne respectent pas la loi. Voilà, je pense Moi, que c'est pas mal. je pense que c'est, à mon avis, pareil, un peu pareil partout. Et le problème, c'est que en fait, on a toujours le même souci pour plein de choses, hein, pas que pour ça. C'est que il y a la loi qui dit un truc, puis après, la loi, faut l'appliquer. Et ça, il n'y a plus personne, parce que personne n'a le temps d'aller faire chier les scientifiques. Et donc, les scientifiques, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Ce qui a des bons côtés, hein, d'avoir une liberté totale de recherche. Il y a des trucs qui sont pas trop mal. Mais là, par exemple, ça c'est pas bien. C'est chaud. Voilà, là, il n'y a pas d'avantage particulier à dire, ah, bah non, on ne présente pas les résultats, en fait. Et c'est un peu dingue parce que enfin, je veux dire, il y a plein, il y a déjà des études là-dessus, hein, qui montrent que ce genre de choses, ça misrepresent, enfin, ça donne une mauvaise représentation des choses. On a déjà parlé il y a quelques temps dans un autre Ouais. podcast de l'étude de Turner, je crois en 2005 ou quelque chose comme ça, où ça montre le fait que entre les résultats des essais randomisés contrôlés sur des antidépresseurs et puis ensuite ce qui est rapporté par les chercheurs ensuite, bah, ça fait une différence colossale où d'un côté ça dit les antidépresseurs ça marche du génie. Quand on regarde véritablement les hypothèses et les résultats tels qu'ils ont été enregistrés au moment de faire l'essai randomisé contrôlé, en fait, bon, pas Les résultats génial, sont pas génial, quoi. positifs, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Bah ça, c'est pas bien, parce qu'il y a des gens, ils meurent derrière quand même. Bah Donc, ouais. faudrait arrêter de faire ça, mes chers confrères médecins. Hein. Voilà. Voilà, bonne À, ambiance, à bonne bon ambiance. entendeur, As-tu voilà. entendu parler du NAN? Oui, c'est un petit pain. NHANES. C'est Non, vachement non, bon en non, pas plus. le petit pain, pas le petit pain. Le National Health of and Nutrition Examination Survey. Ouais. C'est un jeu de données en ligne sur plus de 130 000 personnes, donc un truc, c'est un jeu de données libre, en libre accès. Ok. Et il se trouve que depuis quelques mois, il y a une augmentation massive du nombre d'articles utilisant ces données. Mhm. Et évidemment, ce sont des articles de très mauvaise qualité et c'est assez facile quand tu les lis de te dire que ça n'a pas été rédigé par des êtres humains. Ouais. Et ils fonctionnent tous de la même manière. Ils prennent un trouble de santé, Mhm. un facteur physiologique ou environnemental qui pourrait y être associé, un groupe de population et ils font l'article. Par exemple, ils disent: «Tiens, on va examiner le lien entre vitamine D et dépression chez les hommes de plus de 65 ans. Tiens, on va Mhm. aller regarder, le lien entre, les problèmes de santé, le diabète et je sais pas, l'empathie, des femmes entre 18 et 45 ans». Voilà, tu peux prendre n'importe quelle combinaison, pour créer, Mhm. un article. Sur ce jeu de données, il y a plus de 341 articles publiés dans plus de 147 journaux, incluant Scientific Reports, BMC Public Health, BMJ Open,
entre 2014 et 2021, sachant que du coup, ça date de 2013. Ouais. Alors, on se dit, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Attendez. Plus de 190 articles ont été publiés en 2024. Donc, Oh! ouais, il y a 341 articles entre, ça fait combien? 7 ans? Non, oui 7 ans, mais la moitié d'entre eux, c'était en une année, qui était la dernière année. Comme par hasard. Et ils ont tous été faits, en utilisant le même modèle de langage avec ChatGPT, Voilà. et il n'est pas possible de ne pas conclure que ces papiers proviennent de Paper Mills. 92 de ces articles publiés après 2021 proviennent de chercheurs et d'institutions chinoises. Ouais. À l'inverse, les articles publiés avant 2021, il n'y en avait que 8 qui venaient de Chine. Ouais. Donc sous-entendu, hein, dans cet article, ils ne le disent pas clairement, mais il y a des chercheurs chinois qui utilisent ChatGPT pour faire facilement de très gros articles sur le même jeu de données, très rapidement, et avec une qualité douteuse. En gros, Ouais. c'est ce qu'ils Mmh. disent, hein. Ouais. Ouais, c'est inquiétant. C'est voilà ce qui se passe quand on utilise les méthodes de la psychologie sociale appliquées là. Déjà, les jeux de données ouverts. Oh là 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 là. Je plaisante pour tous les auditeurs qui font de la psychologie sociale. Pour les autres, ne le plaisante pas. Nathanaël, je te propose de finir, avec la dernière news que j'avais, mais que tu as aussi. Oui. Écoute, je te laisse, j'ai trop parlé ce podcast, je te laisse, nous en parler. Ah, c'est simplement le fait que Francesca Genio a été untenured, donc elle a perdu son poste permanent à l'université d'Harvard. Et alors, c'est marrant parce qu'entre hier et aujourd'hui, j'ai vu une autre news par rapport à ça, puisque donc après avoir, on va dire, à 99,99% de chances fraudé plusieurs articles scientifiques, probablement une grosse partie de sa carrière, et avoir eu plein de rétractations, etc. Donc ça a pris des plombes avant qu'elle se fasse virer de Harvard. Et là, elle vient de dire sur LinkedIn, j'ai défendu mon innocence tout le long et je continue à dire que je suis innocente, etc. Il n'y a absolument personne au monde, dans le monde universitaire, qui pense qu'elle est innocente. Par contre, évidemment, dans le monde industriel, elle a énormément de soutien et elle continue à faire des conférences qui sont payées plus que le salaire annuel de l'intégralité des auditeurs, je pense. Et donc, bah, évidemment, elle a un énorme intérêt financier à dire je suis innocente et le système est moisi, etc. Et on a essayé de me faire tomber et tout ça, parce qu'en plus, ça fait un super narratif ça fait l'héroïne, etc., qui se bat contre vents et marées, alors qu'en vrai, il n'y a pas de, il n'y a pas de question. La défense majoritaire la plus crédible, entre guillemets, de Francesca Gino sur ces fraudes, c'est qu'elle a un assistant de recherche non crédité, différent pour chacune des études où elle a fraudé, qui a fraudé pour elle. C'est genre, il y a plein de gens qui n'ont aucun crédit, aucun intérêt de frauder ces études, qui ont indépendamment fraudé toutes ces études. C'est n'importe quoi. Donc c'est très 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 certainement n'importe quoi, on va dire. Mais elle continue à clamer malgré tout son innocence. Et ce que je trouve moi inquiétant, et ça on en a parlé très vite fait en privé hier, c'est la corrélation entre le fait que la science, et en particulier l'université d'Harvard, sont sous le feu nourri de Trump et de son administration, qui clairement essaie de faire tomber Harvard, et pas que, hein, essaie de faire tomber un petit peu tout le système scientifique américain à l'heure actuelle, parce que la science, ça ne leur plaît pas beaucoup, puisque souvent la science dit vous avez tort, et ça, ils n'aiment pas quand on leur dit. Mais le problème, c'est que ça donne l'impression que la réaction d'Harvard, qui a été mais incroyablement lente, et clairement, ils ont quand même s'ils ont fait mieux que la plupart des universités dans le monde, ce qui est beaucoup en dire, hein, enfin, ce qui est pas beaucoup en dire, mais bon, ils ont fait mieux. Ils ont quand même traîné les pieds, ça a pris des années, des années, des années. Là, d'un seul coup, il y a Trump qui commence à dire on va commencer à donner des coups de massue dans Harvard parce que c'est plein de fraudes et puis que tout le monde sont des fraudeurs et tout le monde font de la mauvaise science. D'un seul coup, Harvard vire enfin sa fraudeuse qui a été un profil international là-dessus. Moi, ça me fait peur que le système universitaire ne réagisse que quand on a des Trump en face. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Eh ben, je suis pas du tout d'accord avec ça.
Ah, tant mieux, vas-y. Contre-argument, parce que j'en ai Je besoin vais pour la être santé mentale. ton chat GPT qui te contredit. Non, alors déjà, Vas-y. premier point, donc tu as très bien résumé la situation. Je vais rappeler une chose que tu as pas dite, mais qui en fait est fondamentale, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de Harvard, et Harvard, c'est une très vieille université, c'est la première fois que Harvard renvoie un professeur titulaire de Ouais, toute c'est son chaud. histoire. Ouais. Mais c'est pas pour ça que je te contredis. Le point sur lequel je voudrais te contredire, c'est que déjà, Gino, au moment de la fraude, elle a été mise en, retrait administrative, j'ai plus Ouais. en retraite administrative, Mhm. et fait extrêmement rare déjà à l'époque, et il y avait pas Trump à l'époque, Ouais. fait extrêmement rare, sans compensation financière. C'est-à-dire qu'elle n'allait pas travailler, mais elle n'était plus payée par Harvard. Ouais. L'immense majorité des cas de fraude investigués par des universités, le chercheur gardait, son salaire. Ce qui C'est n'était vrai. dé donc c'était déjà extrêmement, punitif envers elle, Ouais. avant même que Trump, ne même se présente, aux élections. Enfin, Effectivement. c'était à peu près donc déjà, c'est une première, comment je pourrais dire, un 1er contre-argument au fait que, Harvard n'agit qu'au moment où il y a Trump. Ouais. Le deuxième point par rapport à ça, c'est que, Gino a porté plainte, contre, Data Colada, et a porté plainte contre, Harvard. Ouais. Pour des raisons différentes, mais quand même, je ne sais pas s'il n'y a pas plus de corrélation entre le fait que, un juge aurait décidé que la plainte n'était pas recevable, ou a dit à Gino qu'elle avait perdu, et le fait qu'ensuite elle a pu, être démise de ses fonctions, ou si Ouais. c'est vraiment lié à Trump. Ça se trouve, c'est juste que le tribunal, ça fait même pas un mois que le tribunal a dit, finalement, Gino, votre plainte n'est plus recevable, ou, vous avez perdu au tribunal, machin, et que ça y est, ils peuvent la virer. Et en fait, ça n'a pas été rendu public. En tout cas, j'ai pas vu, ça, et peut-être, à mon avis, ça peut avoir plus de liens, quoi. Alors, j'espère que c'est une bonne interprétation. Et tu as raison, c'est des très bonnes nuances. En particulier le deuxième argument, là, ce que tu dis avec le procès. Effectivement, s'il y a une procédure juridique en cours, j'imagine que ça gèle tout, Bah et ouais. donc vous ne pouvez rien faire. Moi, je mettrais une nuance à ta nuance par rapport au premier point sur le fait qu'ils ont fait la retraite administrative non payée, etc., etc. On leur a aussi forcé la main, hein. Parce que quand Data Colada, Data Colada, ça faisait des années déjà qu'ils investiguaient le truc, et puis que c'était en off, je veux dire, toutes les conclusions étaient là. Je veux dire, ils avaient déjà tout découvert. Et ils ont parlé en privé à la fois avec les auteurs des publications, et puis aussi avec Harvard. Et globalement, Harvard a fait quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont lancé une investigation, je ne sais plus combien il y a de pages, 1000 pages d'investigation ou je ne sais plus quoi, mais la retraite administrative de Francesca Gino, si je ne m'abuse, elle n'est arrivée que quand Data Colada, ils ont commencé à dire, ok, bon, stop, là, on part en public, parce que là, ça fait déjà 2 ou 3 ans, je ne sais plus, que c'est investigué ou j'en sais rien quoi, tu vois. On a dit, bon, on balance, et ça a balancé sec, parce que ça s'est répandu comme une traînée de poudre au sein des communautés académiques. Et là, il n'y avait plus personne qui pouvait ignorer d'un seul coup qu'il y avait un cas majeur et clair et colossal de fraude au sein de Harvard. Et puis là, d'un seul coup, Harvard, là, ils ont réagi en disant, bon, effectivement, bon, on a 1000 pages déjà d'investigation et de preuves, plus que Data Colada avait soulevé. Et puis, je vais dire, il n'y a pas besoin, en fait, d'énormes investigations. Data Colada, ils ont des indices. Ensuite, ils avaient juste à télécharger le fichier Qualtrics de Francesca Gino, où il était écrit les données ont été modifiées. Bah, c'est bon, c'est fait. Tu vois, je veux dire, les données, elles ont été modifiées à la main, il y a un problème. Tu vois, je veux dire, il y a un problème, il faut rétracter les articles, et il devrait y avoir quelque chose qui est fait, une conséquence, quoi. Il y a au moins de la négligence monstrueuse derrière ça. Et il faut quand même que ça devienne public avant que genre public à un niveau international pour que l'université réagisse. Donc là-dessus, je dirais, pour moi, voilà, ça compte pas. Mais le deuxième argument est très bon, et je pense que tu as raison. L'une des raisons pour lesquelles j'ai fait le parallèle, moi,
C'est parce que c'est pas moi qui l'ai fait en premier. C'est parce Ah que d'accord, l'une des raisons pour lesquelles tu as un argument, c'est que c'est pas ton argument. Mais d'accord, OK, très bien. c'est comme ça que je suis intelligent, en fait. Je profite de l'intelligence des autres et après, Super. moi, je ne fais rien du tout. Voilà. C'est C'est exactement ce que tout j'ai n'est fait avec toi tout qu'illusion. à l'heure. Exactement. Non, c'est parce que l'article, j'ai oublié, je n'ai pas repris l'article, malheureusement. Je ne sais plus quel journal l'a écrit en premier. Pardon, j'ai fait un petit peu de bruit. L'article de journal qui a parlé de ça en premier, du fait que Francesca Gino s'était fait, enfin, avait perdu son poste permanent, faisait le parallèle immédiatement. Il disait, au moment où Trump dit on va dégager la mauvaise science, avec beaucoup de guillemets, hein, parce qu'on sait très bien ce que ça veut dire dans la bouche de Trump. Hein. Ça ne veut pas dire ce que nous on dit. Hein. Il est important de bien souligner ça. Hein. Il reprend les éléments de langage de la métascience, mais c'est pas ça qu'il veut faire. Hein. Mais quand il commence à dire on va dégager la mauvaise science de Harvard, boum, quelques jours plus tard, Gino dégage. Donc c'est voilà, moi je n'ai fait que lire cet argument qui du coup m'a inquiété en retour. Mais tu as raison, c'est c'est une très bonne chose à au moins vérifier. Regarder où en sont enfin où en est l'investigation, enfin je sais plus comment on dit, le procès, voilà. Parce que c'est potentiellement une bien meilleure explication, même si elles ne sont pas forcément d'ailleurs mutuellement exclusives non plus, quoi. Disons Ouais, que alors, en même temps, j'essaye de voir, mais visiblement, je trouve rien ouais. Mm. sur Après, le procès. Après, est-ce ouais. qu'ils ont Mm. justement pas rendu les choses publiques pour X ou Y raison, tu vois, je sais pas. C'est vrai, ouais. Mais ceci étant dit, de toute façon, en fait, j'y réfléchis aussi comme ça, mais en fait, ils n'ont pas le choix, parce que clairement, le principe de l'administration Trump, c'est d'essayer de trouver le moindre truc qui dépasse un petit peu pour essayer d'attaquer avec. Donc, Oui, le cas de Gino est un truc qui dépasse très clairement s'il reste. Donc, du coup, quelque part, de toute façon, ça aurait forcément joué un rôle. Bon, bah, j'imagine que de toute façon, même les trucs bêtes et carrément méchants et délétères peuvent avoir certains effets secondaires positifs si on regarde avec une loupe assez forte. c'est une très belle conclusion à ce podcast sur les effets positifs de Trump dans la recherche. Merci beaucoup, Nathanaël. On va pas Je t'en conclure prie, là-dessus. il faut chercher vraiment fort. Hein, voilà, il faut bien. Écoutez, on a fini pour cette revue de presse. On en a un petit peu discuté avec Nathanaël hier. Nous, ça nous plaît beaucoup, ce format-là. Ouais. On se pose la question aussi d'avoir vos retours. Alors, moi, je prends vos retours sous tous les formats, c'est-à-dire des commentaires sur le podcast, sous le podcast, sur Spotify. Ça peut être aussi sur Instagram, ça peut être par mail, ça peut être, je sais pas trop comment d'autres, mais si vous Des arrivez à me courriers joindre postaux des courriers par, postaux, bah, par pigeon voyageur. Voilà. bien sûr, bien sûr. Et donc, beh, en tout cas, on aimerait beaucoup avoir votre retour sur ce format-là, à savoir que nous, on se pose la question de se dire: «Est-ce qu'on garde un format comme ça?» c'est-à-dire peut-être, tous les 2-3 mois, donc tous les 2-3 épisodes, on fait vraiment une revue de presse de qu'est-ce qui s'est passé les 2 mois précédents? Ou est-ce qu'en fait on fusionnerait pas, les épisodes qui sont certes déjà des épisodes très longs, où on discute d'un article en entier, mais en fait on commencerait par faire 2-3 épisodes, enfin pardon, faire 2-3 revues de brèves, avant, d'expliquer un article, en entier. Sachant que du coup on se contenterait de faire que quelques articles, d'explication et en plus l'article plus long à la fin, on rendrait sa partie un peu plus courte, histoire de quand même tenir sous les 2 heures parce que déjà je trouve que nos épisodes sont un peu longs, mais alors là, ça serait vraiment très, très, très long. Ou alors, bah, voilà, faire une vraie revue de presse, comme ça. Donc voilà, nous, ça nous plaît bien ce format-là, de faire, une vraie revue de presse, tous les 2 ou tous les 3 mois. Mais voilà, on attend vos retours et votre avis sur ces sujets-là ou même, si ça vous plaît de nous dire, comment vous envisageriez une meilleure manière de faire
ou s'il y a des sujets qui vous intéressent qu'on ne traite pas ou des sujets qu'on traite trop aussi, c'est possible. Donc voilà, tout vos retours nous intéresse et on sera preneur. Ouais, j'espère que les auditeurs diront qu'on parle trop de métasciences. Ouais, parler un petit Bon. peu plus d'autres sujets. Oui, mais en même temps, on répare la science ici, on fait pas autre chose. Merci Nathanaël pour ta participation et tes réactions à chaud sur ce podcast et puis celui d'avant. Et, et puis on peut conclure, écoute. Ouais, merci, merci à toi. Et puis merci aux auditeurs, comme d'habitude, de écouter ce podcast et d'écouter mes opinions à chaud. Bye bye tout le monde, au mois prochain. Salut.